Le mercredi dans le podcast AWS en français, c'est Women in Tech, la carrière de femmes inspirantes. Aujourd'hui avec Fathia Bouabache, Solution Architect chez AWS France. Bonjour, merci de vous abonner, de vous réabonner, d'écouter, de réécouter le podcast AWS en français. C'est dispo, vous le savez, tous les mercredis, enfin un mercredi sur deux et tous les vendredis dans les bonnes applications de podcast. Tous les mercredis, nous parlons inclusion, diversité, égalité. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Fathia Bouabache. On a déjà partagé la scène du Palais des Congrès ensemble à quelques reprises. Tu es Solution Architect chez AWS France. C'est quoi, dis-moi, Fathia, le rôle d'un SA? Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Donc, un Solution Architect chez AWS, c'est la personne qui porte un peu toute la relation technique avec les clients. Autant que Solution Architect, on est là pour accompagner nos clients dans tout le parcours dans le cloud et la cloud de journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'aime bien dire, moi, le rôle d'un Solution Architect, c'est un rôle à multifacettes. C'est-à-dire, il faut être technique, mais il faut avoir de bonnes compétences de communication et il faut avoir de la pédagogie un petit peu parce que dans notre accompagnement, on a des personnes techniques en face, mais des fois pas que. On peut avoir le service des achats, on peut avoir les finances, donc on parle avec des personnes de plusieurs profils et donc il faut qu'on soit capable de parler et d'accompagner notre client, quel que soit son profil. Ouais, c'est pas de l'avant-vente classique comme enfin moi j'ai fait dans ma carrière également, pre-sales engineers comme on dit en anglais, parce que vous accompagnez vraiment pendant toute la vie d'un projet, de plusieurs projets, pendant le voyage vers le cloud c'est exactement ça, Mm-hmm. c'est exactement. Et puis on aime bien dire, et moi personnellement j'insiste sur le fait qu'on n'est pas des avant-ventes parce qu'on accompagne en amont dans le pour aider le client, l'enablement aussi, on fait un peu de formation, on fait un peu tout. Mais après, même une fois que le projet est dans le cloud, on accompagne également le client pour optimiser sur plusieurs axes et notamment les coûts, la sécurité, l'excellence opérationnelle et autres. C'est-à-dire qu'on est là vraiment pour accompagner le client dans tout la cloud journée. Et c'est quel type de client dont tu t'occupes toi? Des grandes entreprises, des startups Dans mon cas, en effet, je m'occupe des grandes entreprises. Je m'occupe d'une multinationale qui est un peu partout dans le monde. Mais autant que Solution Architect, on peut justement s'occuper de plusieurs types de clients. Et puis, même des clients que ça fait longtemps qu'ils sont dans le cloud avec leurs problématiques à eux et d'autres clients qui peuvent à peine commencer dans le cloud avec d'autres problématiques également. Donc, il faut être capable également d'accompagner ces clients-là, peu importe également leur cloud journée. Et c'est vrai qu'on a des solution architectes qui travaillent par segment, comme on dit, parce que travailler avec des startups, c'est très différent de travailler avec des grandes entreprises du CAC 40 ou avec des petites et moyennes entreprises réparties sur les différents territoires de France. Comment t'es arrivé tu étais la toute première solution architecte chez AWS France. Ça remonte à quand? T'es arrivé comment ici? Je suis arrivée chez AWS France depuis presque 6 ans maintenant. C'était en 2018. Comment c'est arrivé? J'ai un parcours un peu atypique parce que je viens du monde de l'universitaire, de la recherche. J'avais fait un doctorat et j'avais commencé à travailler comme enseignante à la fac. Et puis après, je voulais aller voir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté. Vous savez, on fait de la recherche, mais on fait de la recherche pour voir les résultats de notre recherche appliqués en entreprise. Et donc, à un certain moment, je voulais aller voir en entreprise qu'est-ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en entreprise et ensuite dans une autre entreprise, pas chez AWS. Et quelques années après, j'ai rejoint les équipes AWS France comme la première femme SA en effet à l'époque. Le podcast du mercredi est labellisé Women in Tech. Et justement, tu me disais en préparant cette conversation que tu n'aimes pas être pointée du doigt comme étant une femme dans la tech. Tu es avant tout une personne technique, une ingénieure qui fait de la tech. Carrément. Pour être franche, moi, quand dans le domaine de la tech, je me suis jamais sentie différente des autres personnes et de mes collègues et puis avant des étudiants qui étaient avec moi à l'université. J'aime pas trop être pointée comme SA femme ou comme femme. Après, si ça peut inspirer des étudiantes, si ça peut aider d'autres femmes à voir que même en tant que femme, on peut avoir un parcours dans la tech et aller loin si on se donne les moyens. Mais j'aime pas parce que pour moi, on est avant tout
des personnes qui font de la tech. Et puis, pointer aussi une femme en lui disant « t'es une personne qui fait la tech, donc tu es représentatrice d'une certaine communauté », peut parfois rajouter un poids sur le dos d'une personne. Personnellement, ça n'a jamais été le cas, hein. Je le sentais pas, mais je me dis que ça peut être le cas pour certaines personnes. Donc, on est une personne qui font la tech, comme tout autre métier, comme on peut trouver des personnes, des femmes mécaniciens, des femmes peintres ou des femmes dans d'autres domaines. Conducteur de poids lourd. Bah oui, c'est ça. Je disais ça parce que je voyais un doc là-dessus ce week-end. Oui, tu parles d'un poids. Il y a déjà le poids technique, le poids de rentrer dans des grandes boîtes comme AWS. Souvent, on se dit pourquoi moi ? Est-ce que je suis vraiment à ma place là ? Est-ce que tu l'as senti, toi, ce poids chez AWS dans le regard de tes collègues, de tes clients, de nos partenaires ? Alors, pour être franche et honnête, moi, je l'ai jamais senti. Quand je suis arrivée chez AWS, j'ai trouvé des personnes hyper bienveillantes avec moi et avec les autres SA qui venaient d'arriver en même temps que moi, qui étaient des hommes également. Donc, le niveau de bienveillance était le même, mais ils étaient tous contents de voir qu'il y avait une femme avec eux. Donc, c'était au contraire bienvenu. Donc, j'ai jamais senti ce poids-là. On m'a jamais dit que parce que tu étais une femme, il fallait que tu prouves que tu es capable de faire des choses. Moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Et même dans mon parcours, là, ça fait presque 6 ans, je disais que je m'occupais d'une grande entreprise. Moi, quand on m'a donné ce compte-là, ce qui est un gros compte en France, on ne m'a pas dit parce que tu es une femme, tu vas pas prendre ce compte. Et puis même en travaillant, ça fait presque 3 ans, ça fait 3 ans et quelques mois que je suis avec ce compte-là. Je fais des meetings avec des personnes de la tech, ça veut dire des développeurs et autres, mais je fais également des meetings avec des C-level, avec le CIO, avec le CTO, avec le groupe des achats. J'ai jamais senti que parce que j'étais une femme, il fallait que je prouve que j'étais capable. Pour être franche avec toi, Sébastien, parfois j'ai l'impression que je gagne plus le trust que peut-être les hommes qui sont avec moi dans la salle et que les gens m'écoutent et voilà. Donc, je l'ai jamais senti chez AWS. Je l'ai jamais senti ailleurs. Après, je vais pas mentir. Je suis une femme. Être une femme, ça a un poids. Mais ce n'est pas, ce que je veux dire, ce n'est pas, le fait d'être une femme ne m'a pas rajouté des difficultés dans le regard des autres. Un poids ou une difficulté effectivement pour travailler avec ses clients. Tu as touché brièvement un mot sur ta formation, tu as dit que tu as un doctorat. Élaborons un peu là-dessus. Je t'ai posé la question comment tu es arrivé chez AWS, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire carrière dans la tech ? C'est quelque chose d'inné qui vient de quand tu étais petite ou tu t'es dit plus tard, après différentes expériences, que peut-être la tech c'était pour toi ? Alors, quand j'étais petite, j'adorais les maths. J'avais des facilités dedans et puis c'est une matière que j'adorais. Donc, je me disais, quand je serai grande, je vais faire un doctorat. En maths. En maths. À l'époque, on parlait pas trop informatique. Il y avait les maths, physique, maths. On regardait la NASA, un rêve, faire partie de la NASA un jour, travailler dans le domaine de l'espace et tout. Et donc, c'était ça mon rêve et j'ai toujours travaillé pour faire un doctorat dans les maths. En maths. Donc, voilà. Et après, quand j'ai eu mon bac, je me suis inscrite au début pour faire des maths également. Et concours de circonstances, on était un groupe de personnes, d'amis qui travaillaient tous ensemble. Et à l'époque, ça commençait à avoir la branche informatique qui émergeait beaucoup. Et donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas informatique finalement ? Il y a les maths dedans, mais il y a autre chose également, un nouveau domaine, tout à explorer, à découvrir. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'informatique. Après le parcours sur le doctorat, c'était un rêve. Donc, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Ensuite, j'ai continué jusqu'à avoir mon diplôme de doctorat. Tu as fait ton doctorat sur quoi ? Sur les grilles de calcul. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, à l'époque, c'était un peu l'ancêtre du cloud. On parlait pas trop de cloud, mais on parlait de ces clusters de gros computers sur lesquels on faisait du HPC, du calcul haute performance. Et donc, il y avait, quand on fait du calcul haute performance, on dit, plus on a de machines, plus on a la probabilité qu'on ait des erreurs dans nos systèmes.
Et donc, le temps entre deux erreurs, il est petit. Et donc, plus on a les problématiques de stockage et de fiabilité de ce qu'on fait sur les grilles. Et donc, c'est sur ça que j'avais fait ma thèse, sur le stockage fiable dans ces grilles de calcul. Et alors, tu as fait ton parcours académique, en tout cas, sur plusieurs pays, puisque tu viens d'Algérie, tu as d'abord fait un magistère en Algérie et puis il fait le doctorat en France. Est-ce que cette étape d'immigration à un moment, ou en tout cas de changement de pays, a ajouté aux difficultés que tu aurais pu avoir? Carrément, parce que j'avais fait un diplôme d'ingénieur, je l'ai eu avec succès. Juste derrière, il fallait passer un concours à l'époque. Je l'ai eu pour faire un magistère qui était 2 ans après le diplôme d'ingénieur. Ça fait un bac plus 7. Un bac plus 7, ouais. Ouais. Et ça nous fait c'est comme une petite thèse. On fait 1 année de théorie et ensuite 1 année de recherche. Et donc, on fait un rapport de soutenance. J'avais fait ça et ensuite, je suis venue en France. Donc, je voulais faire une thèse de doctorat. Il n'y avait pas de problème d'équivalence. Mais j'avais contacté un docteur à l'époque, un professeur à l'université d'Evry, qui m'a dit, écoute, tu peux le faire, mais moi, le conseil que je peux te donner, refais un master ici en France, ça va te permettre de recréer ton réseau. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite à l'université d'Orsay. J'ai refait un master. C'est 1 an, 2 ans? C'est 1 an. Le master, c'est 1 an. Master 2, ouais. Voilà, j'ai fait un master 2. À la fin du master 2, j'avais postulé pour avoir la bourse ministérielle. Donc, j'ai été classée parmi les premiers. J'ai réussi à avoir la bourse et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma thèse à l'INRIA. Sur combien d'années la thèse? Alors, sur combien d'années? Je l'ai faite Je suis en train de faire le calcul. Là, je suis déjà à bac plus 8 plus la thèse. Donc, c'est quoi? T'as bac plus 10, bac plus 11? Quelque chose comme ça. Attends, 5, 6, 7, 8. Et après, normalement, la thèse, c'est 3 ans et demi. Ouais. Mais moi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avec tout ce long parcours, j'ai eu après des grossesses pendant les études. Évidemment. Oui, enfin, sur 11 ans, forcément, à un moment. À un moment, voilà, il fallait quand même... Et donc, j'ai eu ma première fille sur le master et j'ai eu ma deuxième fille sur le doctorat. Oh là là. Ouais, donc, sur le doctorat, j'avais une petite fille de 2 ans et demi. Il fallait que je m'occupe d'elle. Et en plus, j'étais enceinte. Donc, j'ai finalement, avec en plus, l'arrêt maladie pour l'accouchement et tout, donc j'ai mis 5 ans pour le doctorat. Pour le doctorat. Je dis oulala parce que j'imagine la quantité de travail que c'est que de préparer un doctorat, un PhD, et en plus en étant enceinte ou en ayant la charge de jeunes enfants qui demandent beaucoup de temps et beaucoup d'attention. C'est doublement du travail, triplement du travail. Après ton PhD, t'es resté dans le monde académique ou t'es passé directement dans le monde de l'entreprise? Je suis restée un petit peu dans le monde académique. J'ai fait de l'enseignement, Polytech Paris-Sud, un peu à Cergy aussi. Et ensuite, je suis passée dans le monde de l'entreprise. Et là, c'était le cloud directement ou t'as encore eu des étapes avant d'arriver dans le cloud? Non, c'était le cloud directement. Parce que quand je travaillais en tant qu'enseignante, j'avais commencé à travailler sur un projet de recherche, un projet européen sur le cloud. J'avais une petite expérience, j'avais commencé à avoir une expérience sur le cloud. Et juste après, donc, je suis partie travailler dans un projet de mise en place d'un cloud à l'époque ici en France. Un cloud privé alors, enfin comment on les appelle? Non, un cloud, c'était quand tu dis mise en place. C'était cloud public à base d'OpenStack à l'époque, le projet. Ah oui, d'accord, oui. Le projet comment? Rappelle-moi. Cloud souverain. C'était le projet Cloud souverain. Ouais. J'avais bossé dessus. Quels sont les challenges que tu as eu, et je ne doute pas que tu aies dû en avoir, alors même si tu n'aimes pas qu'on le dise, femme dans la tech, femme algérienne dans la tech en plus, est-ce que tu as été confrontée à des difficultés spécifiques? Et si oui, quelles sont les portes que ça a pu ouvrir, ou comment tu as utilisé ces challenges pour en faire des forces? Alors, parce que je disais depuis tout à l'heure, je dis que autant que femme, je n'ai jamais senti que les personnes en face m'ont donné une chance, ne me l'ont pas donné parce que j'étais une femme. Mais le fait d'être une femme implique autre chose. J'ai dit une grossesse. Le fait d'être une femme, ça implique une grossesse. Le fait d'être une femme, ça implique ce genre de choses. Et c'est plutôt ces choses-là qui ont fait que
j'ai des difficultés en plus, que ce soit vis-à-vis des gens. Déjà, le fait d'être enceinte, ça rajoute une difficulté autant que telle. Donc, le fait d'être une femme te rajoute une difficulté, mais indirectement. C'est pas par rapport aux gens, c'est par rapport à ce que tu es déjà. Donc ça rajoute cette difficulté-là. Et en plus, petite anecdote, quand j'étais enceinte, je cherchais un stage de master à l'époque. Et j'ai pas réussi à avoir mon stage de master parce que alors au début ça se voyait pas que j'étais enceinte, donc la personne à l'époque était super intéressée par mon profil. Elle m'a dit oui, très bien, si ça vous plaît ce sujet c'est très bien, sinon on va t'écrire un autre sujet qui colle vraiment à ce que tu veux faire. Et après, j'ai dit, quand est-ce que je dois commencer? Il m'a dit, tu commences en mois d'avril. J'ai dit, très bien, j'accouche en mois de mars. Un mois, je commence en avril. Ah, il me dit, court, mais parfait. Ouais, court, mais parfait. Moi, c'était bien, un mois et tout. Et puis, il me regarde, il me dit, t'es enceinte? Je lui dis, oui. Il me dit, ah, ok. Je lui dis, ça pose problème? Il me dit, non, non, pas du tout. Je rentre à la maison. Le soir même, je reçois un mail qui me dit, désolé, mais on a eu un autre candidat. Puis, un peu plus loin, dans le même mail, il me dit, pour être franc avec vous, le fait de savoir que vous allez avoir un enfant était décisif. Et je me rappelle d'une période où j'avais des nuits très courtes. Donc, il s'est projeté. Vraiment déprimé. Lui se rappelait d'une période où il avait donc il s'est projeté de ses soucis à lui sur des soucis potentiels avant même que tu les aies, et sans savoir comment toi tu vas t'allais gérer. Cette situation. C'est exactement ça. Après, j'ai réussi à avoir un autre stage qui a fait que je tombe dans le cloud, que je tombe aujourd'hui là où je suis. Je suis très fière de mon parcours, mais juste, tu vois, pour te dire, il y a certaines difficultés. Et puis, j'ai une autre anecdote qui est un peu drôle, mais qui n'a rien à voir, du coup, avec le fait d'être une femme. Un homme aurait pu avoir la même difficulté. Ouais. Quand je voulais me convertir justement du monde universitaire, de la recherche vers l'entreprise, j'avais postulé pour travailler dans une entreprise. Et en passant l'entretien, le gars, quand il a su que j'avais fait une thèse, il m'a dit, pour être franc, c'est pas vraiment le profil qu'on cherche. Il me dit, dans nos têtes, quelqu'un qui a fait une thèse, c'est quelqu'un qui a les cheveux comme ça en l'air, qui communique pas, qui est tout le temps qu'avec sa machine, ses documents et tout. Et donc, encore une fois, c'est les préjugés par rapport à une personne qui a fait une thèse, et que finalement, j'ai envie de dire, femme ou homme, ça aurait été la même chose. Ça aurait peut-être été la même chose, oui. On te voyait comme un rat de laboratoire en blouse blanche avec des bics, des stylos dans la poche. C'est exactement ça. Après, le fait de venir d'Algérie ne m'a jamais posé non plus problème avec mon profil d'être une personne qui vient d'Algérie. J'ai jamais senti ça avec les personnes avec lesquelles je bosse. Je parle pas de l'extérieur, mais les personnes avec lesquelles dans le travail, je l'ai jamais senti. Mais ça a aussi impliqué des difficultés. Moi, quand je suis venue d'Algérie, j'avais un magistère, j'avais un diplôme d'ingénieur, je travaillais déjà dans un centre de recherche. Je connaissais tout le monde. Donc des fois ça diminue, mais il reste quand même. Mais focus là où on veut y aller, et puis se donner le moyen d'atteindre ses objectifs. Faire abstraction se focaliser sur ses objectifs. C'était ton objectif à toi quand tu faisais ton magistère en Algérie? Tu voulais faire un PhD en France, ou c'est arrivé un peu par hasard, une opportunité? Non, c'est arrivé par hasard. Je voulais faire un PhD, mais où exactement, c'était pas ça et j'avais commencé à préparer mes papiers pour partir au Canada, pour être franche. Ah ouais. Concours de circonstances, je me suis retrouvée en France. Donc, oui. Et je connais bien ce souci-là aussi, puisque une personne qui m'est proche, mon épouse, est aussi immigrée. Elle vient d'Amérique du Sud, et c'est comme toi, arrivé en France un moment, il faut refaire son réseau professionnel, connaître des gens, connaître des noms de sociétés, etc. On débarque dans un monde qui est entièrement nouveau, et indépendamment du fait d'être un homme ou une femme, effectivement, ça prend du temps. C'est la vie d'immigré, finalement. Il y a beaucoup d'hommes qui écoutent le podcast AWS en français. Les hommes sont souvent peuvent être vus comme les alliés. Il y a quelques semaines, c'était Julien Grouès qui était à ta place pour parler de comment les entreprises peuvent être aussi plus inclusives et avoir une force de travail plus diverse. Quel conseil tu donnerais aux hommes qui nous écoutent pour supporter les carrières des femmes dans la tech? Alors, il y a deux choses. Le premier point, c'est justement peut-être traiter les personnes comme des ingénieurs, comme des personnes. Comme des personnes équivalentes à eux, j'ai envie de dire.
et finalement évaluer la personne selon ce qu'elle peut apporter dans une entreprise. On a cette chance-là, nous, chez AWS, t'as parlé de Julien Grouès, mais tout AWS, moi, toutes les personnes que j'ai eues à côtoyer chez AWS, on a cette chance-là. C'est pas le cas partout dans les entreprises. J'ai une autre anecdote, je m'excuse, Sébastien. Vas-y. Mais dans l'entreprise là où je travaillais avant, en effet, ça m'a pas affecté. Peut-être que voilà, parce que moi, c'était pas mon objectif de devenir manager. Moi, depuis que je suis chez AWS, on me l'a proposé à plusieurs reprises. Pour te dire, chez AWS, on m'a dit à plusieurs reprises, selon mes compétences, on m'a dit, tu sais, il nous semble que tu feras un bon manager. C'est moi qui n'ai pas vraiment dedans et je me projette pas encore dedans. Mais dans l'entreprise là où j'étais avant, j'étais responsable du pôle architecture et j'étais responsable de tout le projet, de la mise en place de l'infrastructure. Et donc, j'avais une équipe projet que je gérais, mais pas de façon managériale. Ça veut dire que j'étais pas leur manager direct. Et à un certain moment, ils ont eu à nommer des managers dans certaines équipes. Je cherchais pas à être manager, donc moi, je cherchais pas d'excuses, mais j'ai un ancien collègue qui est venu quand même me voir. Il se sentit obligé de se justifier, qui m'a dit, tu sais, on voit pas que tu es encore prête pour être manager. Et j'ai dit, tu sais, c'est pas un objectif, mais puisque tu me dis que je suis pas prête, je veux bien que tu me dises pourquoi. Pourquoi? Je suis pas prête. Comme ça, si c'est une envie chez moi, que j'améliore ces axes-là. Il me dit non. Et il a pas été capable de me donner de vraies raisons. Des actions concrètes, du feedback concret, actionnable. Voilà, des feedbacks concrets, actionnables, et sur lesquels pourquoi j'étais pas prête. Et donc, il fallait. Et donc, je pense que pour la première fois, il y avait ce côté femme-homme. Mais à l'époque, ça m'a pas affecté parce que c'était pas ton parcours. objectif. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je dis que certaines femmes peuvent, par contre, être affectées. Parce que moi, là, en faisant ce podcast, je veux pas non plus dire à toutes les femmes qui vivent des difficultés que ça vienne de leur tête, que c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il y a des entreprises où on fait vraiment la différence. On fait sentir à des personnes que parce qu'elles sont femmes, elles doivent faire leurs preuves. Peut-être qu'il y a des clients aussi que quand ils ont une femme en face, ils la prennent pas trop au sérieux. Je ne sais pas, moi, j'ai pas senti ça, j'ai pas vécu ça. Est-ce que c'est parce que quand j'y vais, je ne l'ai pas dans la tête. Du coup, on reflète un peu. Quand on a des craintes, je pense qu'on les fait sentir aussi en face. Et donc, on les accentue. Peut-être que c'est ça. Pour revenir à ta question initiale pour les hommes, donc c'est ça, c'est traiter les femmes comme en égal. Voilà. Être factuel, ce qu'on a aujourd'hui chez nous. Et voilà. Et puis, je sais pas, mais ça reste mon point de vue. Tu sais, même chez AWS, on a des points de vue différents. C'est pour ça que tu es là et qu'on te fait parler aujourd'hui. Même chez AWS, on a des points de vue différents. Personnellement, je suis contre, moi, la discrimination positive. Je suis complètement contre. Moi, je me dis qu'il faut qu'on travaille dans les écoles pour encourager les femmes à être dans la tech, à leur dire que, vous savez, vous pouvez le faire. Après, on le voit dans les écoles que le nombre de femmes reste toujours inférieur au nombre d'hommes. Et si à mon avis, toujours, quand on fait de la discrimination positive, si je favorise une femme, ça veut dire que j'étais injuste aussi avec les hommes qui sont en face. Je suis contre toute forme d'injustice. Donc, pour moi, c'est juger la personne selon ce qu'elle peut offrir. Choisir un candidat, que ce soit un poste interne à une promotion ou un recrutement, sur base de ses compétences et pas de son sexe ou de son genre. Exactement ça. Tu m'as dit en préparant ce podcast aussi que tu te méfies parfois plus des femmes dans la tech que des hommes dans la tech. Tu peux élaborer là-dessus ? Oui, parce que je te disais tout à l'heure que moi, quand j'ai rejoint AWS, j'avais pas ce sentiment que j'étais une femme, donc il fallait que je fasse plus de preuves. Et donc même quand j'ai commencé, on a toujours le poids, tu sais, tu travailles chez AWS, tu sais, ce syndrome de l'imposteur. Quand on arrive chez AWS, on se dit peut-être je suis une erreur de casting. Je suis là, mais je sais pas comment je me suis retrouvée là. Et les femmes ont plus que les hommes encore, d'après ce que je comprends. Voilà, moi je n'avais pas. Et donc, je me disais, oui, on a tout ce poids. Quand je vais voir un client, je suis stressée parce que je représente AWS. Et je suis la personne qui doit connaître très bien AWS, que j'avais ce poids. J'ai discuté avec une personne avant qu'elle rejoigne AWS. Et elle voulait, le rôle de SA, elle voulait discuter avec moi. Non, qui est déjà chez AWS, pardon, dans la tech, mais qui était
pas en customer facing, qui n'allait pas voir les clients. Et donc, le jour où elle voulait changer de poste et venir travailler en tant que SA, elle m'a dit, j'ai peur que le client lui-même, quand il me voit comme une femme, il me voit pas légitime. Et donc, moi, je lui ai dit, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est de se rajouter un poids parce qu'on est une femme. Je pense que si on se rajoute ce poids, depuis le jeune âge, c'est ça qui va nous empêcher d'arriver à certains postes. Parce qu'avant même d'y aller, on se rajoute ce poids-là et donc ces freins-là. Moi, j'ai toujours été dans des classes où les majors de promo ont été des filles. Toujours. Toujours. Ouais, c'est bien connu, les filles étudient mieux à l'université, enfin, ou même au collège et lycée que les garçons, non? Je sais pas, mais j'ai toujours eu ça. Même quand on faisait mon diplôme d'ingénieur, c'était les filles les premières. Donc, ces filles dans la tech, vraiment, que les filles n'aiment pas la tech, je l'ai découvert beaucoup de façon très accentuée quand je suis arrivée en France. Ah oui? Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le même ressenti en Algérie? Pas trop, non. Pas trop. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de femmes dans les écoles d'ingé? De toutes les façons, quand j'ai passé mon bac, j'étais dans une classe de sciences exactes à l'époque. Sciences exactes, ce qui est Mathelem. Et on était 19 personnes dans la classe. Il y avait 5 garçons et 14 filles. Waouh! Ouais. Là, il peut y avoir un aspect culturel, alors extrêmement différent. C'est ça. Ça, c'était au lycée. Après, à l'école d'ingé, c'était un peu différent. Il y avait, en effet, un peu plus d'hommes. Mais il y avait toujours beaucoup de filles. Il y avait toujours beaucoup de filles. Pas du tout le cas des gens que je connais autour de moi, de mes ressentis, ou encore maintenant des étudiants qui sont en info, que j'ai dans la famille, que je connais, et qui disent oui, 5-6 filles dans l'auditoire. Et c'est un problème pour la société aussi. Enfin, nous, les entreprises, on a du mal à engager aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, de filles, de jeunes filles qui s'engagent dans des études plus techniques. Je retiens 2 choses de notre conversation. Faire un focus sur ses objectifs et éliminer le bruit, garder le focus vers là où on veut aller, et puis évaluer les gens sur leurs compétences et l'égalité des gens, et pas sur leur sexe et leur genre. Merci Fatia pour ton témoignage dans le podcast AWS en français Women in Tech. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le syndrome de l'imposteur dont on a brièvement parlé, allez écouter l'épisode de mercredi il y a 2 semaines avec Louise Frion. C'est un sujet qu'on a abordé avec elle également. Et puis il y a la vidéo de la table ronde sur le sujet du syndrome de l'imposteur qui s'est tenue au Summit AWS Paris en avril 2024, et je vous mets le lien vers cette vidéo dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.